Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo famille, mais d'enfant, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on pense faire différemment avec bébé 2. Mais différemment ou qu'on pense refaire. C'est comment notre vision a changé, puis avec un deuxième bébé, qu'est-ce qui va être la même chose, qu'est-ce qui va être différent. Parce que on apprend tous sur le tas. On devient parent au moment où on apprend qu'on va avoir un bébé, puis on apprend comme sur le tas. Fait qu'il y a des choses qu'on pense faire avec un premier bébé, puis que finalement on fait pas parce que on choisit ses batailles. Il y a des choses qu'on pensait pas faire, puis que finalement on fait, puis il y a des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas fait et que on veut absolument faire avec un deuxième bébé. Et il y a des choses qu'on pensait, on n'était juste pas au courant, puis qu'on apprend sur le tard et que finalement on se dit, avoir su, je l'aurais fait comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Fait que ça rejoint un peu le zéro déchet, ça rejoint le minimalisme aussi, puis d'autres aspects. Fait que je sais pas dans quelle playlist je vais mettre cette vidéo-là. Il va falloir que j'y pense. Fait qu'une des premières choses qu'on va continuer de faire, c'est les couches lavables. Dans le fond, pour Maëlle, on avait prévu de faire des couches lavables dès la naissance. Puis finalement, notre système, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Donc on a fait quelques semaines en couches jetables, le temps d'avoir des couches lavables nouveau-nés. Fait que là, on a déjà des couches lavables nouveau-nés. Je veux juste en prendre un petit peu plus pour pouvoir faire des lessives aux 2 jours et pas tous les jours. Avec 2 enfants, je pense que ça risque d'être intense, là, une lessive à tous les jours. En tout cas, une lessive de couche à tous les jours. Donc là, je me dis que je vais me donner un petit peu de lousse, puis racheter quelques couches nouveau-nés pour pouvoir espacer les lessives un petit peu, puis pas trop en avoir sur les épaules. Mais on compte continuer les couches lavables avec bébé 2. Ça, c'est comme... Malgré toutes les difficultés qu'on a eu à faire face avec les couches lavables, parce que rien n'est rose, c'est pas facile les couches lavables. On a eu à faire face à beaucoup de défis, puis ça, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, là, sur notre expérience avec les couches lavables. J'en avais fait une que je pourrais vous mettre dans la barre d'infos après quelques mois là, de couches lavables avec mon garçon, mais c'est sûr que là, mon garçon a 2 ans, donc on a plus d'expérience, puis on a vécu plus de défis. Fait que ouais, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais c'est ça. Pour moi, les inconvénients ne dépassent pas les avantages. Fait que les couches lavables, puis au niveau de la motricité, dans le fond, pour mon garçon, j'avais lu pas mal, mais pas énormément, on va dire, sur la motricité libre. Donc j'avais quelque chose que je voulais faire. Parmi les concepts de la motricité libre, le fait de poser son enfant au sol, de ne pas le mettre dans des transats, dans des parcs, vraiment le laisser libre de bouger. Ça rejoint aussi beaucoup la pédagogie Montessori là-dessus. C'est quelque chose qui était vraiment venu me chercher, puis on a fait ça avec mon garçon. La seule chose qu'on n'a pas faite, qui n'est pas motricité libre, sous ce label-là, c'est d'attendre que l'enfant s'assoie par lui-même. L'enfant, sans mettre Maëlle dans un siège style Bumbo, je l'ai assis, je le mettais en position assis. Et ça, quand on suit les principes là, de manière plus puriste là, de la motricité libre, on force pas, on met pas l'enfant dans une position dans laquelle il n'est pas capable de s'installer par lui-même, de s'installer puis d'y aller puis de descendre, mettons. Fait que la position assise, on met pas l'enfant en position assise. On attend qu'il le fasse par lui-même. Fait que ça vient bien plus tard que il est capable de tenir assis plutôt que... Voyons, j'arrive pas à faire ma phrase, mais en gros, quand on va mettre un enfant assis, il va être capable de se tenir assis, mais sans nécessairement être capable de s'asseoir par lui-même. Donc, ça vient un petit peu plus tard, là. Souvent, l'enfant va se mettre à 4 pattes, puis après va s'asseoir, alors que quand nous, on les met assis, ça arrive souvent avant que l'enfant soit capable de se mettre à 4 pattes. Bref, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire avec bébé 2. De le laisser vraiment en motricité libre à 100%, puis d'attendre qu'il soit capable de s'asseoir par lui-même. Ça va probablement décaler l'introduction de la nourriture. Pour Maëlle, on a fait la DME, la diversification menée par l'enfant, puis on va faire ça encore avec bébé 2
assurément. Mais c'est sûr que pour commencer la DME, on dit qu'il faut que l'enfant soit capable de se tenir assis. Puis il y a d'autres critères, là, mais là, vu que bébé 2 ne sera pas... ça va prendre plus de temps avant qu'il s'assoie par lui-même, ça va probablement décaler l'introduction de la nourriture, chose qui ne me stresse pas du tout. Dans le fond, ça va être un bébé allaité. Fait que, moi, je vois pas, s'il commence à 8 mois au lieu de 6, c'est bien correct, là, je suis pas stressée avec ça du tout. Fait que plus de motricité libre. Ça va encore être un allaitement. Dans le fond, pour mon premier, je voulais allaiter absolument. Il n'y avait pas de plan B. J'ai des amis qui disaient tiens, on va essayer, puis si ça marche pas, ça marche pas. Dans ma tête, à moi, il aurait fallu vraiment une énorme condition médicale pour ne pas réussir, pour ne pas allaiter. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne pouvaient pas allaiter, pas assez de lait, ou mais quand on fait des recherches sur l'allaitement, on se rend vite compte que les conditions qui empêchent un allaitement sont le fait de donner du lait, là, l'allaitement physique, ou l'allaitement au biberon là, avec son propre lait, mais les conditions qui empêchent l'allaitement sont vraiment pas grandes. Fait que pour moi, il n'y en a pas de plan B. Si ça marche pas au début, on va persévérer jusqu'à trouver une manière pour que ça marche, même si ça implique de tirer mon lait puis de le donner au biberon. Il n'y a pas de situation dans laquelle j'envisage de donner du lait en poudre. En fait, je dis il n'y en a pas, mais tu sais, il y a des situations où ça pourrait être le cas, mais dans ma tête, là, je me dis pas on va essayer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas. Non, j'ai trop lu sur l'allaitement et je juge pas les mamans qui n'allaitent pas, là, loin de là. On fait tous nos choix selon notre vécu, notre expérience puis nos connaissances, là. Mais après avoir fait tant de recherches sur l'allaitement, tant lu là-dessus, puis je connais tous les bénéfices liés à l'allaitement, pour moi c'est important de le vivre à nouveau puis d'offrir ça à mon bébé et à moi. Donc ça va encore être un allaitement, puis même si c'est difficile, pour Maëlle ça a été difficile, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mon expérience d'allaitement, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais ça a été difficile pendant plusieurs mois, plus difficile que la moyenne, en tout cas plus longtemps, et je me suis accrochée, puis ça a fini par marcher, puis mon garçon a été allaité jusqu'à ses presque 2 ans, donc là ça va encore être le cas. Idéalement, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur mon allaitement, j'aurais aimé allaiter plus longtemps. Donc là, ça va être un allaitement à la demande plus longtemps. Je vous en parlais dans la vidéo que je pense qu'il y a eu des comportements que moi j'ai eus qui ont fait en sorte que ça... C'était une chaîne d'événements qui ont fait en sorte que mon garçon arrête d'allaiter, d'être allaité, de boire, de téter. Fait que là... Je prévois pas de réduire la fréquence des boires au bout de X mois. Ça va être un allaitement à la demande jusqu'à ce que ça finisse ou jusqu'à ce que je décide de changer jusqu'à ce que je change de vie. Parce que, tu sais, on a nos idéaux, là, puis des fois, la vie fait en sorte qu'on recommence le travail ou on est fatigué, puis à un moment donné, il faut qu'on fasse des concessions. Là. Ça avait été le cas avec Maëlle. Ça a été le cas aussi pour le cododo. En fait, pas le cododo, mais pour les allaitements la nuit, puis le fait de se réveiller la nuit. Ça avait été ça. Quand j'ai recommencé à travailler au bout d'1 an, à la fin de mon congé maternité, j'étais trop fatiguée, puis je pouvais plus me réveiller 4-5 fois dans la nuit pour allaiter. Donc ça a été un élément déclencheur là, de bien des choses. Et ça a été l'élément déclencheur de notre arrêt du cododo, puis du sleep training qu'on a fait. Fait que là, avec bébé 2, ce qu'on pense faire, toutes les choses que je vous dis présentement, là, c'est des choses qu'on pense faire. Il n'y a rien de coulé dans le béton jusqu'à ce que ça soit coulé dans le béton. Personne n'est parfait, puis on a tous nos idéaux, puis on peut très bien changer d'avis en cours de route, là. Mais c'est ça qu'on pense faire. On pense refaire du cododo. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience de cododo. Je pense que je me suis sauvée
énormément de fatigue. Quand je vois des amis qui, le bébé était dans leur lit, dans leur chambre dès le départ, je me dis, mon Dieu, que c'est fatigant là, de devoir se lever, aller dans la chambre, faire chauffer le biberon s'il y a à faire chauffer le biberon, retourner. Moi, je trouve, là, je faisais juste me retourner, donner le sein, me rendormir, puis c'était fini, là. Fait que moi, je trouve que ça m'a beaucoup sauvé de troubles. Ça fait en sorte aussi que Maëlle a pas beaucoup pleuré la nuit. Et beaucoup de fatigue physique et mentale. Là, je pense que je me suis sauvée. Que j'ai économisé là-dessus. Fait qu'on refait du cododo. Puis ce que je pense qu'on va faire, c'est probablement du cododo plus longtemps. Dans le fond, nous, dans la maison, ici, on a 3 chambres. Mais on a une chambre qui est la nôtre, puis on a une chambre qui est le bureau de mon chum présentement. Fait qu'on pense pas changer de setup pour le moment. Ce qui veut dire que bébé 2 va partager sa chambre avec Maëlle. Je les vois pas partager leur chambre si tôt. Ben, je sais pas, Maëlle, il y a 2 ans présentement. Il va avoir presque 2 ans et demi quand bébé va arriver. J'ai pas l'impression que, mettons, avec Maëlle, on a fait du cododo pendant 1 an, mais on a fait les 6 premiers mois dans notre chambre. Puis après, on a été, Maëlle puis moi, dans sa chambre. Fait que là, je pense pas qu'on va pouvoir faire ça au bout de 6 mois. Selon moi, bébé 2 va rester plus longtemps dans notre chambre, quitte à ce qu'on mette un matelas à côté, puis que on change notre setup, tout ça pour le cododo, mais je pense qu'il va rester dans notre chambre plus longtemps. Et après, on va voir là, comment on va s'adapter. Mais le fait qu'ils vont partager leur chambre, je pense que ça va peut-être retarder, ça va probablement retarder le moment où on va aller faire du cododo dans sa chambre. Ce qui va être différent aussi, à ma première grossesse, pas la grossesse, mais avec Maëlle, j'avais pas d'autres enfants à m'occuper quand j'étais en congé maternité. Donc, j'avais amplement le temps de le garder dans mes bras pendant sa sieste, puis de juste m'asseoir et apprécier le moment. et j'avais pas d'impératif de m'occuper d'un autre enfant pendant ce temps-là. J'avais juste lui à m'occuper. Et moi. Fait que Maëlle n'a pas été tant en porte-bébé que ça. À part pour aller dehors, ça nous a pris 3 bons mois avant d'avoir une poussette. Et même à ça, après, il allait beaucoup dans le porte-bébé encore. Fait que je pense que ce bébé-là va être beaucoup plus porté en porte-bébé. Là, présentement, j'ai une écharpe tissée, une écharpe extensible, puis j'ai 2 porte-bébés prémoulés. Je pourrais vous faire une vidéo là, si ça vous intéresse sur mes expériences de portage. Loin d'être une experte, là, mais je pourrais vous parler de mon expérience certainement. Mais c'est ça, là, je pense que ce bébé-là va être porté beaucoup plus en porte-bébé. Pas juste pour aller dehors, là, mais dans la vie de tous les jours. Je pense que ça va être... parce que déjà, le principe du portage, les principes du portage sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Là, le maternage proximal, tout ça, c'est des choses que je trouve importantes. Fait que je pensais que Maëlle allait être portée beaucoup plus. Puis finalement, il a été porté, mais à bras. Il n'a pas été porté dans le porte-bébé, ce qui est une forme de portage de toute façon, là, mais c'est ça, quand il était dans mes bras, il pouvait juste rester dans mes bras puis ça allait bien. Sauf que là, il va falloir que je suive Maëlle, qui est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie puis qui est toujours dans le mouvement. Donc, c'est rare qu'on s'assoie puis qu'on fasse quelque chose assis puis qu'on reste assis X minutes. Là, c'est souvent plus dans le mouvement. Fait que je me dis que ce bébé-là va être vraiment plus dans le porte-bébé. Fait que là, je trouve ça plate là, que c'est... avec la COVID, on n'a plus accès à des ateliers de portage. J'aurais aimé ça faire un atelier de portage avant que bébé arrive. Je me suis beaucoup renseignée. D'ailleurs, je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais un compte que j'aime beaucoup, c'est Dans ma poche kangourou. Dans ma poche à kangourou. C'est français, de France. Je vous mettrai le lien, là, je suis comme plus sûre de s'il y a un A ou pas. Mais c'est une monitrice de portage qui partage beaucoup de vidéos, puis beaucoup de trucs super pratiques, puis des choses que je m'étais probablement pas assez renseignée quand j'ai eu mon premier. Des affaires que justement Maëlle, j'aimais pas ça quand il était dans l'écharpe extensive parce que je trouvais qu'il tombait, là, je trouvais qu'il pesait lourd puis j'avais l'impression qu'il allait tomber. Je me suis rendu compte que c'est juste parce que je faisais le nœud qui était recommandé par la compagnie mais qui en fait n'était pas du tout adapté au tissu.
Ouais, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos là, si jamais ça vous tente d'en savoir plus sur le portage. C'est vraiment une perle. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça faire un atelier de portage avant que bébé arrive. Ça n'arrivera pas, mais je vais essayer d'en faire un en région éloignée, là, en Gaspésie. C'est rare, là, les ateliers de portage. Mais j'aimerais ça pouvoir en suivre un après que bébé soit arrivé, pour vraiment avoir plus de connaissances là-dessus. Mais c'est sûr qu'il va être plus porté. Je pense que c'est ça qu'on va faire différemment avec bébé. J'ai probablement oublié plein d'affaires là, qui me sont pas venues à l'esprit. Mais je serais curieuse, vous, de savoir qu'est-ce que vous avez fait différemment avec, ou la même chose, des choses qui sont confirmées avec votre premier, puis que vous avez continué à faire, ou des choses que vous n'aviez pas pensé faire, puis que vous avez fait. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce que vous allez faire différemment. Une chose qu'on est assez fiers, c'est... j'ai pas parlé du cododo. Ben, j'ai parlé du cododo, mais j'ai pas parlé du sleep training. Avec Maëlle, on a fait du sleep training. On a fait la technique de Brigitte Langevin, qui est le... Je sais pas comment l'appeler, là, mais il y a le 5-10-15, qui est le bien connu, puis qui est bien décrié, puis qu'on sait que c'est pas bon. Puis la technique de Brigitte Langevin, c'est le 30 secondes. Tu rajoutes 30 secondes à chaque fois, jusqu'à un maximum de 5 minutes. On a fait ça avec Maëlle parce que j'étais plus capable, j'ai recommencé à travailler, j'étais beaucoup trop fatiguée, puis j'étais plus capable de me réveiller 4 fois la nuit. J'ai regretté de le faire après parce que même si c'est une technique plus douce pour moi, c'était pas en ligne avec mes valeurs, puis j'ai trouvé ça très dur de le faire. Maintenant, Maëlle dort très bien, mais ouais, j'ai pas aimé cette expérience-là. Donc, si jamais vous avez des recommandations, là, des choses à jaser là-dessus, dites-le dans les commentaires, là, parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais, puis je me suis rabattue là-dessus parce que j'étais plus capable, mais j'aimerais ne pas faire la même chose avec bébé 2. Puis c'est probablement aussi pour ça qu'on va continuer le cododo plus longtemps. Puis que je me mets pas de limite avec le cododo cette fois-ci. J'avais pas vraiment de limite non plus, là, mais tu sais, à 6 mois, on était comme, ok, c'est le temps d'aller dans sa chambre. Fait que là, j'allais dans sa chambre, je faisais le début de la nuit dans notre lit, puis après, fait que là, je pense qu'on va juste comme faire du cododo, puis voir avec le temps, mais j'aimerais ça connaître votre expérience à vous. Parce que, ouais, j'ai pas aimé cette expérience-là que j'ai faite avec Maëlle, puis j'aimerais ça ne pas refaire ça, ne pas avoir à refaire la concession et refaire ça. C'est sûr que si à un moment donné je suis plus capable, puis on va probablement refaire la même chose parce que ça reste une technique plus douce que le 5-10-15. Ouais, c'est pas quelque chose qui est vraiment aligné avec mes valeurs. Donc, on va essayer de faire différemment. Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis curieuse de lire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait différemment avec vos enfants numéro 2, 3 et plus. Et c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!